Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit battle des processeurs en dessous de 150 €. Allons-y, c'est parti. Alors les processeurs à moins de 150 balles, eh bien on a vu dernièrement que c'était une option plutôt viable en fin de compte, hein. Que ce soit le 12100F de chez Intel ou même le 5500 de chez AMD. En réalité, hein, on peut jouer dans d'excellentes conditions avec ces processeurs-là. Et bien souvent, on a une certaine envie ou une envie déclenchée par le marketing, en fait, hein, d'acheter un processeur beaucoup plus costaud et beaucoup plus puissant que ce que l'on a vraiment besoin, particulièrement pour une utilisation gaming. Puisque oui, hein, même si les processeurs les plus haut de gamme sont les plus puissants pour une utilisation gaming, la plupart du temps, en réalité, hein, on n'a pas vraiment besoin de processeurs aussi puissants ou avec autant de corps pour une utilisation gaming. Il y a des options bien plus intéressantes et parfois même, hein, les processeurs d'entrée de gamme entre guillemets, en réalité, hein, ils font largement le taf. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi de réunir des processeurs que l'on trouve assez facilement en dessous de 150 €. Donc oui, on aura toujours le 12100F, on aura aussi le 5500, mais on aura aussi deux autres processeurs de chez Intel. On aura le 10400F qui est souvent proposé dans des configs d'entrée de gamme, et également un petit peu moins connu, l'i3 10105F, qui est une légère évolution de l'i3 10100F. C'est juste qu'au moment de la 11e génération, Intel n'avait pas sorti de quad-core, du coup ils ont ressorti le 10100F et ils ont légèrement augmenté la fréquence. Donc pour rappel, hein, le 12100F, on le trouve la plupart du temps aux alentours des 120 €, le 5500 également, et le 10400F aussi. Par contre, le 10105F, on arrive à le trouver aux alentours des 80 €, voire moins. Donc c'est très clairement le processeur le moins cher de ce comparatif, puisqu'il est quasiment 30-40% moins cher que les autres. Donc on a notre Ryzen 5500 qui est un 6-core 12 threads, on a aussi le 10400F qui est un 6-core 12 threads également. Par contre, le 12100F et le 10105F, ce sont des 4 corps 8 threads. Mais on a déjà vu que pour une utilisation principalement gaming, un quad-core 8 threads à l'heure actuelle, ça peut encore faire le taf, et on sait déjà aussi que le 12100F est particulièrement efficace en gaming. Pour son tarif, il fait largement le taf. Du coup, ça me paraissait intéressant aussi de prendre le 10105F, qui est en fait son prédécesseur, et voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu aussi entre ces deux processeurs-là. Alors après, un des soucis, je dirais, de la génération 10 chez Intel, eh bien c'est que oui, hein, c'est une plateforme en fin de vie, il n'y aura plus d'upgrade possible en dehors de ce qui est trouvable sur la plateforme à l'heure actuelle, hein. Donc dans le meilleur des cas, ce serait un processeur de 11e génération. Si on peut dire qu'un processeur de 11e génération, c'était vraiment un upgrade par rapport à la 10e, en réalité, il n'y a quasiment aucune raison d'upgrader vers la 11e gen si on est déjà sur la 10 chez Intel. Par contre, un 10850 ou un 10900K plus tard, pourquoi pas, même si en gaming, en réalité, ça changera pas énormément. Sur la plateforme AM4, hein, c'est pareil, pour passer au-dessus du 5500 pour que ça vaille le coup, en gaming, il n'y a quasiment que le 5800X3D qui pourrait faire un upgrade intéressant ou vraiment intéressant pour avoir des perfs en plus en jeu. Alors oui, un 5700X ou un 5800X, ça ferait un upgrade également. Est-ce que ça changerait la vie en gaming? Pas spécialement. Je dirais que le jour où vous voulez l'upgrade, ce serait mieux de changer de plateforme en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne la génération 12 chez Intel, alors oui, là encore une fois aussi, on pourrait upgrade vers la génération 13. Par contre, en gaming, est-ce que ça aura un impact incroyable? On sait que ce sera un petit peu mieux, hein, mais dans les grandes lignes, on sait aussi que ce serait 10% grand maximum de perf en plus par rapport à la génération 12, ce qui la plupart du temps hein, n'est pas franchement incroyable non plus. Au niveau de la conso, ici, ce sont 4 processeurs qui consomment 65 watts, donc pas besoin de refroidissement absolument incroyable pour aller avec. On peut faire avec le refroidissement qui est fourni avec le processeur, même si on préférera la plupart du temps acheter un petit ventirad pas trop cher hein, pour aller avec, ça fera surtout beaucoup moins de bruit. Tout ce qui est plateforme de test, configuration de test et tout ça, tout sera détaillé dans la description de la vidéo. On va passer maintenant aux performances des processeurs et on va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, comme d'habitude, on va commencer avec N-Break. N-Break, c'est la partie applicative du test, c'est de l'encodage. On a de l'encodage en H264 et H265. Et ici, bon alors très clairement, on voit que celui qui est le plus en difficulté, c'est le 10105F. Évidemment, c'est un quad-core 8 threads. Par contre, on voit qu'il y a une belle différence avec le 12100F, qui est lui aussi un quad-core 8 threads. Et on voit qu'au niveau de ses performances, on est quand même à un autre niveau. Puisque sur l'encodage, le 12100F est très légèrement derrière le 10400F qui a pourtant 2 corps de plus. Donc c'est encore une fois plutôt impressionnant pour notre petit quad-core 8 threads de dernière génération. Par contre, le 5500 sur ce type de tâche-là, c'est très clairement celui qui s'en sort le mieux. En ce qui concerne Factorio, eh bien ici on voit très clairement que le 12100F est le plus performant. Par contre, le 10400 et le 10105F font score égal sur ce jeu-là. Et sur ce titre-là, on voit que très clairement le 5600 est bien à la traîne par rapport aux autres processeurs ici. Donc vraiment, en dehors du 5800X 3D, cette application-là aime beaucoup les processeurs Intel. Pour ce qui est de Stellaris, qui est une autre simulation, c'est un 4X, eh bien c'est un petit peu la situation inversée. Ici sur Stellaris, on voit que les processeurs Intel sont plutôt proches les uns des autres, par contre le 5500 est un bon cran devant. Et pour The Riftbreaker, eh bien ici c'est complètement différent, puisqu'on a le 10105F qui est un petit peu en retrait par rapport au 5500, mais pas de beaucoup. Le 10400F et le 12100F sont tous les deux un petit cran au-dessus encore. Pour les jeux un petit peu plus classiques, maintenant, Assetto Corsa. Alors sur ce jeu-là, on voit très clairement que le 12100F est bien devant tous les autres. Par contre, le 10400F et le 5500 sont plutôt proches l'un de l'autre. Et on a, pour finir, le 10105F qui est un petit peu en retrait, mais pas très loin derrière non plus. Pour Battlefield 2042, eh bien on voit ici que nos 3 plus gros processeurs, entre guillemets, sont plutôt proches l'un de l'autre. On a juste le 10105F qui est un petit peu plus à la peine, particulièrement sur les 1% low. Cyberpunk 2077, eh ben c'est quasiment exactement la même chose que pour Battlefield 2042. Les 3 autres processeurs sont vraiment plutôt proches l'un de l'autre. Il y a juste le 10105F qui se démarque en étant un bon cran en dessous, particulièrement sur les 1% low encore une fois. Pour Destiny 2, encore une fois, le 12100F mène la danse, particulièrement sur les 1% low. Par contre, le 10105F, lui, c'est l'inverse. Il est derrière. Encore une fois, le 5500 et le 10400F sont très proches l'un de l'autre. Sur Far Cry 6, c'est légèrement différent. Sur ce jeu-là, le 5500, le 10400 et le 10105F sont au coude à coude. Il y a juste vraiment que le 12100F qui se démarque en étant un bon cran au-dessus. Final Fantasy XIV, c'est plus ou moins la même chose ici encore une fois. On a nos 3 autres processeurs plutôt proches, le 12100F devant tout le monde. Sur Fortnite, pas de grosse surprise, si ce n'est que le 12100F est loin devant tout le monde, le 5500 est légèrement derrière. Ensuite on a le 10400 et le 10105F qui sont relativement proches l'un par rapport à l'autre sur ce jeu-là. Sur Forza Horizon 5, pas de gros vainqueurs ici. Par contre on a toujours notre perdant habituel, le 10105F est un petit peu en retrait par rapport aux autres. Par contre, en ce qui concerne GTA V, très clairement le 5500 fait moins bien que les processeurs d'Intel sur ce jeu-là, particulièrement sur les 1% low. En ce qui concerne Guild Wars 2, eh bien c'est un petit peu pareil ici. On a 2 processeurs qui s'en sortent mieux que les autres, le 12100F et le 10400F sont dans l'ensemble plus stables que le 5500 et le 10105F sur ce jeu-là. Horizon Zero Dawn, par contre, pas grand chose à dire ici, les 4 processeurs s'en sortent plutôt bien. En ce qui concerne Flight Simulator, bon encore une fois, on a 3 processeurs relativement proches avec le 10105F qui lui reste un petit cran derrière. Pour Age of Empires 4, par contre, très clairement le 5500 est moins à l'aise que les processeurs d'Intel sur ce jeu-là, particulièrement à partir du 1080p où il fait moins bien que tous les autres. Pour Shadow of the Tomb Raider, alors on a toujours le 12100F devant tout le monde et le 10105F derrière tout le monde, c'est le classement classique, et le 5500 et le 10400F sont très proches l'un de l'autre. Pour Star Citizen, alors tous les processeurs sont plutôt bas dans l'ensemble, même si le 10105 est plus bas que tous les autres.
mais je dirais que sur ce jeu-là, en vrai, il n'y a pas énormément de différence. Pour Star Wars The Old Republic, alors ici, on a le 10400F qui s'en sort plutôt pas mal par rapport aux autres. Il se permet même sur ce jeu-là d'être un petit peu devant le 12100F, ce qui est assez rare pour être noté. Pour StarCraft 2, et bien ici, entre ces 4 processeurs, c'est clairement le 12100F qui décolle par rapport aux autres encore une fois, et le classement est plutôt classique, pas grand chose à dire ici. En ce qui concerne Vermintide 2, le 12100F en tête, comme d'habitude. Par contre, ici, c'est plus le 5500 qui est à la traîne par rapport aux 3 autres. Total War, Warhammer 3, bon, encore une fois, on a toujours ce souci de driver, ou du jeu, ou des deux. Et comme d'habitude, bon, le 12100F est devant, le 10105F est derrière, le 5500 est légèrement devant en 720p par rapport au 10400F. Mais je dirais qu'à partir du 1080p, quasiment pareil, peu importe ce que vous utilisez. Pour World of Warcraft, alors c'est le classement classique, le 5500 et le 10400 qui font jeu égal, le 12100F un petit peu devant, ou beaucoup devant, et le 10105F qui ferme la marche en étant légèrement derrière. Et pour finir, Yakuza Like a Dragon. Bon là, encore une fois, c'est quasiment la même chose que d'habitude, pas grand chose à dire ici, si ce n'est que le 5500 est un petit peu plus à la peine que sur d'autres jeux. Et au classement global, pas de grosses surprises. Du coup, on voit que notre 12100F est devant nos 3 autres processeurs. On voit que le 5500 et le 10400F sont vraiment au coude à coude. Et le 10105F, comme on l'a vu, la plupart du temps, il est un petit cran derrière. Même si dans l'ensemble, au final, c'est que environ 10-15%. Et dès qu'on passe en 1080p de détail élevé, et bien là, la différence n'est plus aussi incroyable que ça. Par rapport au 5500, le 10105F est uniquement 7% en dessous. On voit que le 10400F et le 5500 font quasiment jeu égal, et le 12100F, lui, est un petit cran au-dessus. Même tableau en 1440p, le classement ne change pas. Le 5500 et le 10400, c'est kiff-kiff, le 10105 un petit peu derrière, et en 4K, ça se resserre encore plus, à part le 12100F qui garde son avantage, sinon les 3 autres processeurs au final, c'est quasiment identique. Donc comme on vient de le voir, en réalité, le seul processeur qui se démarque vraiment de façon positive, je dirais, c'est le 12100F. Pour le tarif qui est demandé, au niveau du processeur en lui-même, c'est très clairement celui qui s'en sort le mieux en jeu. En ce qui concerne le 10105F, alors c'est très clairement un cas à part, puisqu'il est derrière les autres la plupart du temps, et c'est un petit peu normal. Par contre, entre le 10400F et le 10105F, la seule vraie grosse différence, en dehors de la fréquence, c'est le cache en fait. Il y a moitié moins de cache entre le 10400F et le 10105F, et c'est plus à ce niveau-là que la différence se fait en fait, tout simplement. Puisqu'en réalité, le 10105F est même cadencé plus haut que le 10400F de 200 MHz, c'est vraiment pas grand-chose. Donc la vraie grosse différence, c'est pas le nombre de cœurs, c'est plus le cache qui est divisé par 2, et on le sait, le cache c'est très important pour les performances en gaming. Sinon, en ce qui concerne le coût de la plateforme dans l'ensemble, eh bien, un des gros avantages de la génération 10 d'Intel, c'est que le coût des cartes mères est vraiment très bas. C'est quasiment du même niveau que les plateformes M4, voire même encore moins cher. Et c'est sûr que de faire un combo 10105F ou le 10100F avec une carte mère pas très chère, ça coûte vraiment que dalle. Et même si le 10100F est un cran derrière tous les autres processeurs, en réalité, pour du gaming, la plupart du temps, il n'y a rien qui va mal. Puisque malgré tout, un 10100F ou un 10105F, ça tourne aux alentours des 80 €, voire même si vous le trouvez en occasion, ça doit pouvoir tourner aux alentours des 50 balles. Et en réalité, pour 50 balles, les performances sont vraiment plutôt bonnes. Le seul gros problème de cette i3 de 10e génération, c'est plus ses performances en applicatif, où là on voit qu'il y a un fossé avec le 12100F et les autres processeurs. Mais pour du gaming, si vous voulez vraiment faire une config pas chère du tout, ça peut valoir le coup. Puisqu'on le voit par exemple en 1080p détail élevé, on n'est même pas à 10% d'écart par rapport à un 5500. On voit que par rapport au 10400F, on n'est pas si loin derrière non plus, on tourne toujours aux alentours des 10%. Les performances en gaming seront très correctes. Et pour certaines personnes, 40-50 € de différence par rapport à un 6-core ou même par rapport au 12100F, eh bien ça peut être une somme très importante. Et en ce qui concerne le 10400F, j'ai pas grand chose à dire sur son sujet en fait, ça fait le taf, c'est un plutôt bon processeur, c'est un 6-core, 12 threads,
c'est équivalent aux 3600 ou aux 5500 de chez AMD. Le tarif est plutôt correct, la plateforme dans l'ensemble est correcte aussi, c'est juste qu'au niveau évolutivité, c'est 0. Mais en dehors de ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que si vous achetez une config toute faite, et qu'il y a ce 10400F dedans, il n'y a rien qui va mal. Pour du gaming, c'est très convenable. Et encore une fois, par rapport à la 12e génération, le gros avantage de la 10e génération chez Intel, c'est que les cartes mères sont beaucoup moins chères. Donc bref, dans l'ensemble, pour ces processeurs en dessous de 150 €, je trouve qu'on s'en tire vraiment plutôt pas mal en gaming et même en applicatif. Alors certes, on n'est pas au même niveau que des 12 ou 16 corps, on en est très loin, mais pour un usage occasionnel sur certaines applis, ça fait largement le taf. Pour du gaming, on est certes un petit peu derrière les gros processeurs de dernière génération, mais y a rien qui va mal non plus. Et en plus de ça, comme ce sont des processeurs qui ne consomment que 65 watts, au niveau du système de refroidissement, on n'a pas besoin d'un truc de malade, au niveau de la carte mère non plus. La plupart de ces processeurs chez Intel sont de toute façon bloqués au niveau de l'overclocking. C'est plutôt simple et sans prise de tête. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce petit comparatif de processeurs en dessous des 150 balles, et j'ai quand même envie de dire qu'on peut se faire une config tout à fait convenable pour un tarif vraiment très serré, avec une consommation en plus vraiment basse, donc il n'y a rien qui va mal. Je sais que la mode est à râler avec les consos qui s'envolent, mais on n'a pas forcément besoin d'acheter justement toutes ces pièces qui consomment énormément pour pouvoir utiliser son PC en gaming dans de bonnes conditions. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!